Merci, Monsieur le Président. Alors, j'ai l'honneur de déposer aujourd'hui le budget 2018-2019, le 5e budget de notre gouvernement. Bravo. Pour les dépôts. Est-ce que j'ai un consentement général pour les dépôts? C'est ça plus simple. Monsieur le ministre des Finances. Très bien, Monsieur le Président. Alors, excusez-moi. Monsieur le Président, il y a 4 ans, je déposais le premier budget de notre gouvernement, un budget marqué par une situation économique et financière difficile et des défis exigeants à relever. 4 ans plus tard, le chemin parcouru mérite d'être souligné. Les finances publiques sont solides et équilibrées, aujourd'hui et pour l'avenir. La croissance économique est forte grâce à la confiance retrouvée. Le Québec a réalisé un rattrapage important, devenant l'un des principaux pôles de croissance du Canada. C'est avec beaucoup de fierté, Monsieur le Président, que je dépose aujourd'hui un budget pour améliorer la qualité de vie et la mobilité. Bravo. Notre situation économique et financière constitue une base solide pour bâtir l'avenir et rendre le Québec plus fort. Nous allons faire la différence en améliorant la qualité de vie de tous les Québécois. Nous allons rendre les déplacements plus efficaces et moins coûteux en temps en investissant dans la mobilité. Nous terminons l'année 2017-2018 avec des finances équilibrées. J'annonce donc, Monsieur le Président, que je dépose pour 2018-2019 un 4e budget équilibré consécutif. Bravo! 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 La croissance économique a repris et le Québec crée beaucoup d'emplois. La progression du PIB est passée de 1,4 % en 2016 à 3 % en 2017. Le Québec n'a pas connu une telle croissance depuis près de 20 ans. En raison de son dynamisme, l'économie québécoise est devenue l'un des moteurs de croissance de l'emploi au Canada. En 4 ans, le Québec a enregistré une création de 222 600 emplois. L'objectif, on se rappelle, Monsieur le Président, de 250 000 emplois que nous avions fixés en 2014 sur un horizon de 5 ans est ainsi en voie d'être atteinte et un an plus tôt que prévu. Le pouvoir d'achat des travailleurs s'améliore. La progression du salaire horaire moyen est passée de 2,2 % en 2015 à 2,9 % en 2017, l'une des plus fortes progressions au Canada. Pour une deuxième année consécutive, les investissements des entreprises ont augmenté, enregistrant une croissance de 5 %. À eux seuls, les investissements en machines et matériels ont bondi de plus de 9 %. Rien n'illustre mieux la confiance retrouvée dans l'économie que le retour en force des investissements. Grâce à des finances publiques solides et à une forte croissance économique, nous pouvons poser des gestes importants pour améliorer la qualité de vie des Québécois et leur mobilité. Les Québécois sont les premiers bénéficiaires de cette remarquable santé économique et financière. Depuis avril 2014, les ressources allouées à la santé ont augmenté de 5,9 milliards de dollars et celles affectées à l'éducation de 2,4 milliards de dollars. Toujours depuis 2014, et en incluant les mesures annoncées dans le présent budget, nous avons baissé le fardeau fiscal des particuliers de 3 milliards de dollars sur une pleine année. Avec ce budget, le Québec rembourse sa dette. Au 31 mars 2018, la dette représentera 49,6 % du PIB, soit une diminution importante par rapport au sommet de 54,3 % atteint en 2015. Je suis fier de confirmer aujourd'hui que nous franchissons une nouvelle étape dans la réduction de l'endettement et que nous en faisons bénéficier concrètement les Québécois.
Dès 2018-2019, nous allons rembourser chaque année 2 milliards de dollars à partir des ressources accumulées dans le Fonds des générations, soit 10 milliards de dollars au cours des 5 prochaines années. En même temps, nous poursuivons une stratégie gagnante en maintenant les versements au Fonds de génération instaurés en 2006 à la suite d'une proposition de la Commission jeunesse du Parti libéral du Québec. L'utilisation du fonds restera exclusivement réservée au remboursement de la dette. En économisant sur le service de la dette, nous dégageons des sommes additionnelles pour le financement des services publics. En maintenant les versements au Fonds de génération, nous continuons à réduire le poids de la dette tout en nous donnant les moyens d'investir davantage dans les infrastructures. La croissance du Fonds de génération nous donne une marge de manœuvre pour investir davantage dans les infrastructures tout en poursuivant la réduction du poids de la dette par rapport au PIB. J'annonce que les investissements au plan québécois d'infrastructures 2018-2028 augmenteront de 9,3 milliards de dollars par rapport au plan 17-27 pour atteindre 100,4 milliards de dollars. Grâce à cette augmentation, le gouvernement investira 10 milliards de dollars par année pendant 10 ans dans les infrastructures du Québec. Il sera ainsi possible d'offrir aux Québécois des infrastructures de qualité dans les secteurs de l'éducation, de la santé et services sociaux et dans le réseau routier et de transport collectif. Le Québec reprend le contrôle de sa dette. Le Québec est maintenant en mesure de planifier à moyen terme la modernisation de ses infrastructures et d'entrer dans une nouvelle ère de grands projets structurants en mobilité durable. La bonne gestion des finances publiques et le rétablissement de la vigueur économique permettent au Québec d'amorcer un véritable cercle vertueux de la croissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les finances publiques saines et la réduction du poids de la dette renforcent la confiance, favorisent les investissements privés et nous permettent d'investir dans les infrastructures. L'augmentation des investissements stimule la croissance économique et la création d'emplois. La croissance des emplois augmente la richesse collective et donne au gouvernement les moyens d'investir davantage pour améliorer la qualité de vie tout en poursuivant la réduction du poids de la dette. Alors le cercle vertueux est ainsi enclenché, ce dont tous les Québécois peuvent maintenant en profiter. Dans un État de droit, le respect des règles fiscales définies démocratiquement constitue l'une des bases du fonctionnement de la société. C'est une question de gouvernance, car la pleine perception des revenus fiscaux est l'une des conditions de financement des services publics dont bénéficie l'ensemble des citoyens. C'est aussi une question d'équité entre les contribuables afin que tous payent leur juste part. Alors, je suis fier, Monsieur le Président, d'annoncer aujourd'hui que nous renforçons l'équité fiscale en adoptant la perception de la taxe de vente à la nouvelle économie et en intensifiant la lutte contre les paradis fiscaux. Je m'y étais engagé en novembre dernier devant la Commission des finances publiques et j'annonce que nous rendons obligatoire la perception de la taxe de vente sur les services et les biens incorporels vendus depuis l'étranger. J'annonce également que pour l'ensemble des biens et des services venant du reste du Canada, le gouvernement du Québec exigera des fournisseurs n'ayant pas de présence physique ou significative au Québec qu'ils perçoivent la taxe. Je compte sur la collaboration des autres partis à l'Assemblée nationale pour que ces deux mesures législatives qui font consensus au Québec soient rapidement adoptées par l'Assemblée nationale. Pour ce qui est des biens corporels provenant de l'étranger, nous avons obtenu des engagements de l'Agence des services frontaliers du Canada pour que le processus de perception des taxes aux frontières soit plus efficace. Dès les prochaines semaines, un projet pilote sera mis en place afin d'améliorer la capacité de traiter les colis au centre de tri de Poste Canada situé à Montréal. Par ailleurs, nous poursuivrons la mise en œuvre des différentes mesures annoncées en novembre de notre plan d'action pour assurer l'équité fiscale en intensifiant nos actions pour lutter contre le recours abusif aux paradis fiscaux. Nous avons obtenu de l'Agence du revenu du Canada un véritable accès aux renseignements financiers
et fiscaux internationaux. Ces renseignements seront traités par l'unité spécialisée créée au sein de Revenu Québec afin de lutter contre les stratagèmes internationaux, y compris ceux ayant recours aux paradis fiscaux. C'est également dans un but d'équité que nous allons soutenir l'industrie du taxi. La transformation de l'économie et la généralisation rapide des technologies numériques représentent un défi majeur pour l'industrie du taxi. Cette industrie traverse une période de changement qui soulève des inquiétudes légitimes pour les titulaires de permis de chauffeur de taxi et pour leurs familles. En décembre dernier, le gouvernement a mis en place un groupe de travail afin d'analyser avec les représentants de cette industrie les impacts économiques des transformations en cours et de définir l'aide financière qui pourrait être apportée pour pallier cette transformation. Le gouvernement souhaite poursuivre les discussions avec l'industrie au sein du groupe de travail afin de trouver des solutions qui permettront de moderniser cette industrie qui traverse actuellement une période de changement importante, entre autres en raison de nouvelles technologies. Afin de soutenir l'industrie du taxi, le gouvernement agit dès maintenant et s'engage à verser des compensations aux propriétaires pour la perte de valeur de leur permis. Des sommes sont déjà réservées à cette fin. Par ailleurs, nous souhaitons mieux comprendre les impacts à court et moyen terme des nouvelles offres de services et des nouvelles façons de faire dans ce secteur d'activité. Pour cela, nous proposerons de prolonger d'un an la possibilité de mener des projets pilotes. J'annonce également une bonification temporaire du crédit d'impôt pour les titulaires de permis de chauffeur de taxi. Nous nous engageons à continuer les travaux avec l'industrie pour suivre l'évolution de ces impacts à plus long terme. Lors de la mise à jour de novembre 2017, j'ai annoncé un certain nombre d'initiatives mises en œuvre dans le cadre du budget 2018-2019. À ces initiatives, représentant 1,7 milliard de dollars, nous ajoutons aujourd'hui 2 milliards de dollars pour des mesures qui entreront également en vigueur dès 2018-2019. Au total, grâce à la très bonne tenue de l'économie, le gouvernement alloue 3,7 milliards de dollars à de nouvelles initiatives pour améliorer la qualité de vie des Québécois et faciliter leur mobilité. Nous allons faire une différence dans la qualité de vie et la mobilité des familles en agissant sur 3 leviers. En premier lieu, nous améliorons la qualité de vie en assurant des services de qualité, prioritairement en éducation et en santé. Deuxièmement, nous offrons plus de moyens pour une éducation de qualité et pour la réussite éducative de la petite enfance jusqu'à l'université et aussi nous accordons de nouvelles ressources pour améliorer l'offre de services du réseau de la santé et des services sociaux et en faciliter l'accès. En deuxième lieu, nous agissons sur la qualité de vie en redonnant du temps de qualité à tous les citoyens, en investissant dans leur mobilité et en offrant un meilleur soutien à ceux qui en ont besoin. Et en troisième lieu, nous améliorons la qualité de vie en faisant croître le niveau de vie grâce à une économie plus forte et plus durable dans toutes les régions du Québec. Je dépose aujourd'hui la politique budgétaire pour l'exercice financier 2018-2019. Je demande le consentement de cette Assemblée pour déposer les documents suivants. Les tableaux présentant les résultats préliminaires des opérations budgétaires consolidées pour 2017-2018 et aussi les prévisions des équilibres financiers pour 2018-2019. Je dépose également le plan économique du Québec de mars 2018 et les documents l'accompagnant qui font partie intégrante du budget. Comme je viens de l'annoncer, ce budget améliorera la qualité de vie de tous les Québécois en assurant un meilleur accès à des services et à des infrastructures de qualité. Le rétablissement des finances publiques et la bonne tenue de l'économie nous permettent de renforcer le financement et d'améliorer les services publics. En 2017-2018, nous avons pu accroître les dépenses de programme de 4,6 %. Pour 2018-2019, la croissance des dépenses de programme est portée à 5,2 %. Tous les services publics profiteront de nouvelles ressources
et particulièrement l'éducation et la santé. Mon collègue, le ministre de l'Éducation, du loisir et du sport, qui d'ailleurs vient de publier un essai très inspirant sur l'éducation et sur sa place dans le développement de notre société. De façon très juste, le ministre souligne ainsi que valoriser l'éducation, c'est faire rayonner et gagner toute la société. Le dossier de l'éducation est porté par un ministre pour qui la priorité donnée à la réussite des enfants n'est pas un vœu pieux. Cette priorité, c'est également celle du gouvernement et de tous les Québécois. Donnons-nous les atouts pour développer les meilleurs talents. En 2014, nous nous étions engagés à ce que la croissance des dépenses en éducation atteigne 3,5 % par année. Cet engagement sera respecté. Grâce aux investissements effectués depuis mars 2016, une fois l'équilibre budgétaire atteint, la croissance des dépenses en éducation aura été de 4,3 % en moyenne de 2016-17 à 18-19. L'objectif sera maintenu à 3,5 % pour les années à venir. J'annonce, Monsieur le Président, qu'en 2018-19, le gouvernement augmente de 5 % les crédits consacrés à l'éducation et à l'enseignement supérieur. Nous ajoutons aujourd'hui un peu plus de 1,1 milliard de dollars au financement de l'éducation et de l'enseignement supérieur au cours des 5 prochaines années. Au total, depuis mars 2016 et sur une pleine année, près de 900 millions de dollars ont été ajoutés pour le financement de nouvelles mesures en éducation et en enseignement supérieur. Nous investissons dans la réussite éducative en dégageant de nouveaux moyens pour soutenir et accompagner les élèves et les étudiants tout au long de leur processus d'apprentissage. En septembre 2018, près de 3 100 personnes auront été embauchées pour offrir des services directs aux élèves du primaire et du secondaire et 1 000 professionnels pour assurer la formation et le soutien des étudiants de l'enseignement supérieur. Au total, d'ici 4 ans, ce sont 10 200 ressources qui seront embauchées pour aider les élèves et les étudiants et contribuer à leur réussite. Ces ajouts incluent près de 500 orthophonistes, orthopédagogues et autres professionnels intégrés au réseau pour accompagner les élèves du primaire et du secondaire. Les établissements d'enseignement supérieur ont besoin d'un meilleur financement de base. Nous nous sommes redonnés les moyens de répondre à ces attentes. J'annonce la hausse du financement des cégeps et des universités. Nous bonifions le financement général des cégeps afin d'améliorer la qualité de la formation, de favoriser la diplomation et de renforcer le soutien apporté aux étudiants. Nous bonifions également le financement des universités en investissant dans la réussite des étudiants, dans la recherche, dans l'innovation et dans la création dans tous les domaines du savoir. Montréal a été reconnue comme l'une des meilleures villes universitaires au monde. Grâce aux nouvelles ressources allouées à l'enseignement supérieur, nous nous donnons les moyens pour qu'elles le restent. Nous investissons dans la mise en œuvre du plan numérique pour améliorer les technologies mises à la disposition des élèves et des étudiants. Nous allons ainsi accélérer la transformation numérique du système éducatif québécois en introduisant des pratiques innovantes et en soutenant l'utilisation par les élèves et les étudiants des modes d'apprentissage les plus modernes. À ces crédits additionnels s'ajoutent de nouveaux investissements dans les infrastructures. Assurer la qualité de vie des élèves et des étudiants, c'est faire en sorte que les réseaux offrent des milieux sains, sécuritaires, accessibles et propices à l'apprentissage et au développement. Au total, le Plan québécois d'infrastructure 2018-2028 prévoit des investissements de plus de 16 milliards de dollars dans l'éducation et l'enseignement supérieur. Plus de 9 milliards de dollars seront alloués à l'éducation préscolaire et à l'enseignement primaire et secondaire. Près de 7 milliards de dollars seront investis dans les infrastructures d'enseignement supérieur. Ces investissements permettront notamment d'ajouter des classes pour répondre aux besoins, de construire des gymnases et des installations sportives, de réaliser le projet de la Maison du loisir et du sport à Montréal, de rapatrier sur un seul campus
les installations de l'Université du Québec en Outaouais. Les efforts déjà engagés pour rénover les établissements seront accélérés. Ces ressources serviront également à implanter les technologies numériques dans tout le réseau afin de bâtir l'école du 21e siècle. Nous ferons de l'ensemble du réseau de l'éducation et de l'enseignement supérieur un véritable modèle de réussite, Monsieur le Président. Bravo. Améliorer la qualité des services publics, c'est bien entendu améliorer la qualité des services en santé, mais c'est également rendre leur accès plus rapide et plus facile. Les ressources consacrées à la santé et aux services sociaux sont partagées entre les établissements de santé et la Régie de l'assurance maladie du Québec. Les ressources de la Régie de l'assurance maladie du Québec, qui couvrent la rémunération des médecins et le coût des médicaments, augmenteront de 1,5 % en 2018-2019. Les ententes avec les médecins sont maintenant réglées. L'augmentation des dépenses provient essentiellement des ajouts de services. En 2018-2019, la part de la rémunération médicale dans les dépenses de programmes en santé et en services sociaux va diminuer. Et cette diminution se poursuivra au cours des prochaines années. Cela signifie que l'augmentation des ressources allouées à la santé sera principalement consacrée à l'accroissement des services et à des crédits en faveur des autres professionnels de la santé, qui incluent notamment les infirmières et les préposés aux bénéficiaires. En effet, l'augmentation des ressources allouées à la santé et aux services sociaux profitera principalement aux établissements de santé et donc aux services offerts directement à la population. J'annonce que le gouvernement augmente de 5,3 % en 2018-2019 les ressources du réseau de la santé et des services sociaux, c'est-à-dire les ressources allouées aux établissements de santé pour améliorer les services offerts aux citoyens. Il s'agit de l'augmentation la plus importante depuis 6 ans. Dès 2018-2019, des ressources additionnelles seront dégagées en faveur des infirmières et des autres professionnels de la santé afin d'alléger leurs charges de travail. À compter de 2018-2019, nous accorderons annuellement 300 millions de dollars pour assurer à la population de chaque région un niveau d'accès comparable aux services de première ligne et aux services spécialisés afin de reconnaître l'évolution des besoins. Au total, j'annonce qu'en 2018-2019, le gouvernement augmente de 4,6 % les dépenses de programmes en santé et en services sociaux. En 2014, nous nous étions engagés à ce que la croissance des dépenses en santé et en services sociaux s'établisse à 4 % par année. Cet engagement sera respecté grâce aux ressources dégagées pour la santé en 2018-2019. De 2016-2017 à 2018-2019, une fois l'équilibre budgétaire atteint, la croissance des dépenses pour la santé et les services sociaux aura ainsi été de 4 % en moyenne, et cette croissance sera maintenue pour les années à venir. Au total, depuis mars 2016, nous avons ajouté des ressources de 1,6 milliard de dollars sur une pleine année. Les ressources supplémentaires en santé et en services sociaux serviront ainsi à financer davantage les établissements de santé. Elles permettront de réduire les délais d'attente dans les hôpitaux. Elles financeront un accroissement des services prioritaires en santé et en services sociaux. Des ressources nouvelles seront accordées en faveur des personnes âgées afin de soutenir leur autonomie et de leur accorder davantage de soins à domicile et d'améliorer les services offerts par les centres d'hébergement et de soins de longue durée. Au Québec, comme ailleurs, la gestion du système de santé est complexe. Ce système est soumis à des pressions croissantes et les défis à relever sont importants. Il fallait agir et nous avons agi. Je tiens à souligner le travail remarquable accompli par mon collègue, le ministre de la Santé et des Services sociaux, dans la réorganisation des services et l'amélioration de la qualité des soins offerts à la population.
Monsieur le Président, certains ont tendance à ne voir que les difficultés. Nous avons préféré travailler sur les solutions afin de progresser et d'améliorer notre système. Grâce aux actions réalisées, les Québécois bénéficient d'un meilleur accès aux soins de santé, avec notamment la réduction des listes d'attente dans les hôpitaux. La qualité des soins aux aînés a été améliorée, qu'il s'agisse des soins offerts dans les établissements ou des soins à domicile. Nous avons également amélioré nos actions en matière de prévention. On peut résumer en quelques chiffres les progrès accomplis depuis 2014. Près de 1,1 million de personnes de plus ont maintenant accès à un médecin de famille. À ce jour, c'est 325 groupes de médecine familiale qui ont été mis en place. Un total de 1 300 infirmières et préposés aux bénéficiaires ont été embauchés dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée. Actuellement, 31 supercliniques sont ouvertes 7 jours sur 7 et 12 heures par jour, ce qui a permis de soulager les services d'urgence dans les hôpitaux. Tous ces chiffres démontrent que les réformes engagées depuis 2014 donnent des résultats concrets pour les patients et font une différence dans la vie des familles. En plus des nouvelles ressources allouées à la santé et aux services sociaux, le gouvernement accroît ses investissements dans les infrastructures de ce secteur. Je voudrais rappeler que ce sont des gouvernements du Parti libéral du Québec qui ont permis au Québec de se doter de 3 hôpitaux universitaires, parmi les plus modernes au monde. Collectivement, nous pouvons être fiers de disposer maintenant du CHUM, du CUSM à Montréal et prochainement du CHUC à Québec. Le plan québécois d'infrastructure 2018-2028 prévoit des investissements de 18,7 milliards de dollars dans le réseau de la santé et des services sociaux. Ces investissements amélioreront directement la qualité de vie de tous les bénéficiaires de soins. Ils permettront aux Québécois d'avoir accès à des infrastructures modernes et efficaces dans toutes les régions du Québec. 15 projets d'envergure sont maintenant à l'étude dans plusieurs régions du Québec. Je rappelle ainsi la mise à l'étude du projet de modernisation des installations de santé et de recherche de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. J'annonce le début des études concernant le réaménagement de l'hôpital général du Lakeshore, l'agrandissement de l'urgence de l'hôpital du centre de la Mauricie à Shawinigan, ainsi que l'agrandissement et le réaménagement de l'urgence de l'hôpital Pierre-Boucher à Montérégie. Je confirme par ailleurs que le projet de nouvel hôpital sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges est passé à l'étape de la planification. Le projet a été bonifié afin de mieux répondre aux besoins des citoyens. Le budget global du projet s'élève maintenant à plus de 1 milliard de dollars. En plus d'améliorer les services en santé et en éducation, ce budget va permettre d'améliorer la qualité de vie de tous les Québécois en leur redonnant du temps de qualité. Nous allons donner plus de temps de qualité aux familles. Nous agissons en faveur de la mobilité en investissant massivement dans les transports pour faciliter les déplacements. Nous renforçons les différentes politiques de soutien aux citoyens et nous améliorons le niveau de vie de tous. Nous investissons dans la culture pour la rendre plus accessible. Nous modernisons le système de justice pour la rendre plus efficace. D'ici 2022-2023, nous consacrons des ressources additionnelles de près de 600 millions de dollars pour donner plus de temps de qualité aux familles et pour mieux soutenir les proches aidants et les aînés. Le gouvernement améliore la qualité de vie des jeunes familles. J'annonce la bonification de l'aide fiscale allouée aux familles devant assumer des frais de garde d'enfants. Les familles dont les enfants fréquentent un service de garde non subventionné pourront profiter d'une meilleure couverture pour les frais de garde payés. Cette mesure permet de maintenir l'équité entre les services de garde d'enfants. Elle fait en sorte que les choix des familles ne soient pas dictés par des considérations d'ordre financier. Le gouvernement a fait de la conciliation entre la famille, le travail et les études l'une de ses priorités. Il est important de donner plus de temps aux Québécois afin qu'ils puissent trouver un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et leur vie familiale. Mon collègue, le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, a déposé un projet de loi modifiant la loi sur l'assurance parentale
afin de l'adapter à la diversité des besoins des parents et aux réalités d'aujourd'hui. Ce projet de loi vise à prolonger le délai accordé pour prendre les semaines de prestation, à rendre les règles du régime plus flexibles et à augmenter, dans certains cas, la durée des prestations. Grâce aux modifications proposées au régime d'assurance parentale, les jeunes parents pourront profiter de plus de temps avec leurs enfants et ce temps est irremplaçable. Je voudrais rappeler que le régime québécois d'assurance parentale verse près de 2 milliards de dollars annuellement à plus de 200 000 parents. Le Québec est un modèle au Canada pour le soutien aux familles et nous continuerons à être un modèle dans ce domaine. Toujours pour donner plus de temps de qualité aux familles, ma collègue, la ministre responsable du Travail, a déposé un projet de loi modifiant la loi sur les normes du travail. Les nouvelles dispositions viseront à bonifier les congés pour obligations familiales ou parentales et à favoriser la conciliation travail-famille. Le projet de loi prévoit notamment d'élargir la portée des absences et des congés pour raisons familiales ou parentales, ainsi que d'ajouter les proches aidants parmi les personnes pouvant se prévaloir de ces absences et de ces congés. Avec ces différentes modifications, le Québec est plus que jamais à l'avant-garde des mesures mises en place pour aider les familles. L'acquisition d'une première habitation représente un fardeau souvent difficile à assumer pour les jeunes familles. J'annonce donc la mise en place, dès 2018, d'un crédit d'impôt non remboursable pour l'achat d'une première habitation. Nous voulons favoriser l'accès à la propriété des premiers acheteurs. Dès la présente année, les premiers acheteurs admissibles bénéficieront d'un nouveau crédit d'impôt afin de reconnaître une partie des frais non inclus dans l'hypothèque, tels que les frais d'inspection, les frais de mutation immobilière, les honoraires du notaire et les frais de déménagement. Les premiers acheteurs admissibles pourront ainsi obtenir jusqu'à 1 376 $ d'allègement fiscal en incluant le crédit d'impôt fédéral. Cette mesure devrait profiter à 47 000 familles. En mars 2016, j'avais annoncé la mise en place du crédit d'impôt remboursable Réno-Vert, dans le but d'encourager les propriétaires québécois à réaliser des travaux de rénovation éco-responsables sur leur résidence. Ce crédit d'impôt connaît un grand succès. Il devait prendre fin le 31 mars prochain. J'annonce, Monsieur le Président, la prolongation du crédit d'impôt remboursable Réno-Vert pour une année additionnelle jusqu'au 31 mars 2019. Bravo. Je vous rappelle que le crédit d'impôt remboursable Réno-Vert offre une aide correspondant à 20 % des dépenses de rénovation résidentielle admissibles qui excèdent 2 500 $, la valeur maximale du crédit d'impôt étant de 10 000 $. Nous devons prendre soin de nos aînés, de leur qualité de vie et de celle des aidants naturels. J'annonce l'élargissement du crédit d'impôt remboursable pour les aidants naturels d'une personne majeure, ainsi que la bonification du crédit d'impôt remboursable pour la relève bénévole. Le gouvernement améliore la qualité de vie des aînés en bonifiant le crédit d'impôt remboursable pour l'achat ou la location de biens visant à prolonger leur autonomie. J'annonce que la franchise annuelle applicable à l'achat ou à la location de ces biens est réduite de 500 $ à 250 $, dès 2018. J'annonce également que dorénavant, le crédit d'impôt s'appliquera également aux frais d'achat de prothèses auditives et de systèmes d'avertissement pour les malentendants, aux frais d'achat de fauteuils roulants et d'autres achats permettant d'améliorer et de prolonger leur autonomie. Au total, les bonifications apportées à ce crédit d'impôt représenteront une aide de 40 millions de $ au cours des 5 prochaines années. Améliorer la vie des Québécois, c'est aussi améliorer leur mobilité et de faciliter leur déplacement. Au cours des dernières décennies,
la réalisation des grands projets hydroélectriques a façonné le Québec moderne, démontrant le savoir-faire des Québécois et faisant profiter tous les citoyens de retombées majeures. Le Québec entre maintenant dans une nouvelle ère de grands projets structurant une mobilité durable, l'ère du développement des grands réseaux de transport modernes et performants qui amélioreront la qualité de vie de tous et façonneront l'avenir. Dans les prochaines semaines, mon collègue, le ministre des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports, présentera la première politique de mobilité durable du Québec, une politique pour repenser le développement économique grâce à des systèmes de transport innovants, modernes et performants. La politique de mobilité durable concernera le transport collectif et actif, les transports maritimes, ferroviaires et aériens et touchera également le réseau routier local et le transport automobile. Cette politique améliorera la qualité de vie de tous les Québécois, aussi bien ceux résidant dans les grands centres et les zones urbaines que ceux habitant dans les plus petites agglomérations. Le gouvernement veut offrir à tous les Québécois des moyens de transport attrayants et efficaces, des moyens de transport qui leur permettront de se déplacer plus facilement tout en étant respectueux de l'environnement. Une première étape dans la mobilité durable a été franchie avec le lancement de grands projets électriques qui vont structurer l'avenir des déplacements à Montréal et à Québec. Le gouvernement a déjà annoncé son appui aux 2 projets majeurs de transport électrique pour la région métropolitaine de Montréal, soit le réseau express métropolitain et le prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal. Je confirme aujourd'hui l'appui du gouvernement du Québec à un 3e projet majeur, soit le projet de transport structurant annoncé il y a 2 semaines par le maire de la Ville de Québec et par le Premier ministre du Québec. Il s'agit d'un projet ambitieux que nous avons appuyé dès le début. L'agglomération de Québec est l'une des régions économiques les plus dynamiques du Québec. La mobilité des citoyens constitue cependant un enjeu d'une importance croissante. La mise en place d'un réseau de transport collectif moderne et efficace s'imposait si l'on voulait soutenir le dynamisme actuel et améliorer la qualité de vie des habitants de notre capitale nationale. Le nouveau réseau proposé comprendra 23 km de tramway, dont 3,5 km souterrains, de 17 km de trambus. Il améliorera de façon profonde et durable la mobilité des citoyens de Québec. Je rappelle que la Ville de Lévis pourra proposer un projet visant l'interconnectivité avec le réseau structurant de l'agglomération de Québec. Je rappelle également que les travaux du bureau de projet concernant un nouveau lien entre Québec et Lévis se poursuivent. Au total, les 3 projets électriques majeurs et structurants représenteront, de la part de l'ensemble des partenaires, des investissements de 13,5 milliards de dollars, soit 6,3 milliards pour le réseau express métropolitain, 3,9 milliards de dollars pour le prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal et 3,3 milliards de dollars pour le réseau de transport structurant de Québec. Ces 3 projets vont transformer profondément les façons de se déplacer dans les régions de Montréal et de Québec. Ils vont améliorer considérablement la qualité des déplacements et leur efficacité en redonnant du temps aux citoyens. Ils contribueront directement à la prospérité du Québec. Les projets concernant les agglomérations de Montréal et de Québec illustrent l'entrée du Québec dans l'ère de la mobilité durable. Dans l'ensemble du Québec, des investissements et des initiatives seront engagés pour que les citoyens de toutes les régions profitent concrètement du moyen de transport efficace et moderne. La future politique de mobilité durable permettra d'y parvenir et de répondre ainsi aux besoins de toutes les régions du Québec. En mars 2017, j'avais annoncé une augmentation des ressources consacrées au transport collectif de plus de 1,7 milliard de dollars. J'annonce maintenant que des ressources additionnelles de 1,8 milliard de dollars seront allouées à la nouvelle politique au cours des 5 prochaines années. Ainsi, les 5 premières années de la politique de mobilité durable du Québec bénéficieront de ressources supplémentaires de 3,5 milliards de dollars. Les ressources additionnelles annoncées dans le présent budget visent d'abord à accroître la performance du transport collectif et son accessibilité partout au Québec. Le gouvernement consacre 845 millions de dollars d'ici 2022-2023
pour l'augmentation de l'offre de transport collectif dans l'ensemble du Québec, le maintien des actifs et le développement des infrastructures. Aussi, les ressources additionnelles allouées au transport collectif permettront d'augmenter l'offre des services de transport collectif de 25 % d'ici 5 ans. L'aide accordée appuiera notamment le transport collectif régional en donnant aux MRC les moyens d'améliorer leur offre de services. Dans toutes les régions du Québec, cette aide profite concrètement aux citoyens, leur permettant de se déplacer plus rapidement, plus confortablement et de façon moins coûteuse. Dans les régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec, cette aide a ainsi permis d'assurer le maintien de 6 parcours de transport interurbain par autocar. Dans la MRC de l'Optinière, le service de transport collectif relie Laurier-Station à Sainte-Foy. Dans la MRC des Laurentides et des Pays d'en haut, le nombre de circuits offerts a été multiplié par 5 au cours des dernières années, permettant une augmentation de l'achalandage de 35 % depuis 2013. Grâce aux nouvelles ressources, il sera possible d'aller encore plus loin dans le développement du transport collectif partout au Québec. Une partie des nouvelles ressources sera affectée à une meilleure planification des déplacements et à l'innovation dans les transports. La politique de mobilité durable pourra s'appuyer sur l'excellence et le sens d'innovation du génie québécois pour repenser le développement des systèmes de transport. Elle mettra à profit l'immense richesse collective dont le Québec dispose avec la production d'énergie électrique propre et à des coûts compétitifs. D'ici 2022-2023, nous accordons 170 millions de dollars de plus pour favoriser une planification intégrée des déplacements et appuyer la mise en place de systèmes de transport intelligents. Ces ressources permettront également de créer de nouvelles technologies dans le domaine des transports. Avec la politique de mobilité durable, le gouvernement donne également suite au sommet aérien régional. Le gouvernement réserve 73 millions de dollars d'ici 2022-2023 au soutien apporté au transport aérien régional. Ces ressources financeront notamment la bonification du programme de réduction de tarifs aériens et des initiatives pour inciter à découvrir le Québec. Un programme d'aide pour les dessertes aériennes régionales. Le gouvernement investira également 100 millions de dollars au cours des 4 prochaines années dans la modernisation et le développement d'aéroports régionaux. Ces aéroports constituent un moteur important de développement des collectivités. Les investissements faciliteront la vie de tous les citoyens habitant dans des régions plus éloignées et stimuleront le développement économique et touristique. Bravo. Le gouvernement alloue aussi près de 430 millions de dollars aux mesures visant un transport terrestre plus propre et plus performant. Parmi ces mesures, j'annonce une bonification de 250 millions de dollars au cours des 5 prochaines années au financement accordé aux municipalités pour l'entretien et la réhabilitation du réseau routier local. En tout, les sommes allouées à ce programme auront été doublées par rapport à 2014. J'annonce également un soutien additionnel de 92 millions de dollars pour l'acquisition et l'utilisation de véhicules électriques. Cet appui stimulera le développement de notre parc de véhicules électriques. Les utilisateurs de véhicules électriques pourront par ailleurs compter sur le développement accéléré d'un réseau de bornes de recharge publiques. Voilà. Le gouvernement investit massivement dans la mobilité durable tout en continuant à améliorer les infrastructures routières. Par exemple, le plan québécois d'infrastructure prévoit des investissements de près de 900 millions de dollars pour la réfection du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. De plus, avec le budget 2018-2019, j'annonce de nouveaux investissements dans le cadre du plan québécois d'infrastructure 2018-2028. À Montréal et dans la grande région métropolitaine, le gouvernement investira notamment des sommes pour la reconstruction du pont de l'île aux Tourtes, pour le prolongement d'autoroute 19 à Laval,
À Québec, le gouvernement investira en particulier dans l'élargissement de l'autoroute Henri IV. En région, le gouvernement investira notamment dans le projet du pont sur la rivière Saguenay entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine. Dans le prolongement de la route 138 sur la Basse-Côte-Nord, visant à terme l'amélioration de la mobilité interprovinciale. En entrant dans une nouvelle ère de grands projets, nous voulons faire du Québec un leader en Amérique du Nord dans le développement des solutions modernes de transport. La réalisation de ces grands projets améliorera directement la qualité de vie de tous les Québécois. La première politique de mobilité durable sera également un levier important de développement économique dans toutes les régions du Québec. Elle nous permettra de disposer de moyens de se déplacer adaptés à la grandeur de notre territoire. Ce changement commence maintenant. Avec ce budget, nous améliorons la qualité de vie de tous en renforçant le soutien aux citoyens, tout en faisant en sorte que chaque Québécois ait plus d'argent dans ses poches. La qualité de vie, c'est la possibilité pour tous d'habiter un logement abordable, adéquat et conforme à ses besoins. Le gouvernement consacrera des ressources additionnelles de 431 millions de dollars pour favoriser l'accès à des habitations abordables et de qualité. Ces ressources serviront en particulier à construire 3 000 nouveaux logements sociaux. Les nouvelles ressources serviront également à accorder un supplément au loyer pour une partie des locataires de ces nouvelles unités. D'ici 2023, 1 000 logements additionnels seront réservés aux aînés. Une partie importante des ressources allouées à l'accès aux habitations abordables sera affectée à l'aide au logement pour la région du Nunavik. De plus, le gouvernement apporte une aide supplémentaire de 48 millions de dollars aux communautés autochtones d'ici 2022-2023 afin de leur assurer de meilleures conditions de vie. Le gouvernement accorde une importance particulière à l'égalité entre les hommes et les femmes. Ma collègue, la ministre responsable de la condition féminine, rendra prochainement public un projet de loi cadre visant l'égalité de fait entre les femmes et les hommes. Le but de cette loi cadre est d'atteindre l'égalité entre les femmes et les hommes grâce à la planification et la réalisation d'actions intégrées dans un ensemble de stratégies gouvernementales. Le budget accorde d'importantes ressources additionnelles pour favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que pour lutter contre la violence conjugale. J'annonce que le gouvernement augmente de 96 millions de dollars d'ici 2022-2023 les ressources consacrées à la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, dont 61 millions de dollars pour la lutte contre la violence conjugale. Une partie de ces sommes sera consacrée à la réalité des violences conjugales et familiales dans les communautés autochtones. Monsieur le Président, on November 24th, 2017, the government announced the creation of the Secretariat for Relations with English-speaking Quebecers, presided by my colleague, the Minister responsible for relations with English-speaking Quebecers. I'm announcing today that over the next 5 years, $24.5 million will be allocated for the initiatives of the Secretariat. These amounts will be used in particular to support bodies that work with English-speaking Quebecers. They will go toward ensuring the vitality of these communities. They will also enhance the employability of young English-speaking Quebecers. We want them to remain in Quebec and achieve their full potential here. Avec ce budget, les Québécois et les Québécoises auront plus d'argent dans leurs poches. Les familles qui augmentent leurs revenus de travail peuvent subir une réduction importante de leurs transferts socio-fiscaux. Afin de compenser ces pertes, le gouvernement a mis en place le bouclier fiscal en 2016.
J'annonce une bonification du bouclier fiscal grâce à une augmentation de 3 000 $ à 4 000 $ du revenu admissible par adulte. Un couple ayant 2 enfants et dont chaque conjoint augmente ses revenus de travail de 4 000 $ pour atteindre 50 000 $ profitera, grâce au bouclier fiscal, d'un revenu additionnel de 1 325 $. Bravo. Maintenant, la proposition de réforme de la taxe scolaire déposée par mon collègue, le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, permettra également aux citoyens concernés d'avoir plus d'argent dans leur poche. Nous avons d'abord réglé un problème majeur en éliminant la disparité des taux de taxation scolaire dans une même région qui entraînait des transferts entre les commissions scolaires. Nous avons, par la même occasion, allégé le fardeau fiscal des contribuables, mais nous ne l'avons pas fait au détriment du financement d'éducation, mais plutôt en compensant intégralement les pertes financières supportées par les commissions scolaires pour la diminution de leurs revenus. Depuis 2015, le gouvernement a bonifié les transferts socio-fiscaux et diminué le fardeau fiscal. Il a ainsi fait en sorte que le niveau de vie de tous les Québécois augmente, quel que soit leur niveau de revenu. À l'automne dernier, la publication du plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale 2017-2023 a confirmé les efforts consentis depuis 2014 pour lutter contre la pauvreté et redistribuer la richesse. La richesse du Québec est plus grande quand elle est partagée. Depuis 4 ans, le gouvernement a baissé le fardeau fiscal des particuliers de 3 milliards de dollars sur une pleine année. Je pense que c'est important de le répéter, Monsieur le Président. Depuis 4 ans, le gouvernement a baissé le fardeau fiscal des particuliers de 3 milliards sur une pleine année. Le gouvernement... Le gouvernement a diminué les impôts de tous les particuliers, notamment en abolissant la contribution santé, en augmentant le montant personnel de base, en diminuant les premiers taux d'imposition et en bonifiant les mesures visant à encourager la participation au marché du travail. Le niveau de vie des familles est également plus élevé en raison d'une économie plus forte, l'augmentation des revenus et du pouvoir d'achat. Depuis 2015, les Québécois ont plus d'argent dans leur poche. Maintenant, améliorer la qualité de vie, c'est aussi rendre la culture plus ouverte et plus accessible. C'est également soutenir la culture québécoise et ceux qui la font. Pour le Québec, la culture est une source de fierté en même temps que moteur d'activité et de développement. Grâce à sa culture, le Québec rayonne dans le monde en montrant son dynamisme et sa créativité. Le secteur culturel est également un important créateur d'emplois et de croissance dans toutes les régions du Québec. Au cours des 5 prochaines années, le Québec investira 539 millions de dollars dans la culture, dans la communauté artistique et dans les organismes culturels. En 2018-2019, les dépenses de programme du ministère de la Culture et des Communications s'élèveront à près de 800 millions de dollars, ce qui représentera une augmentation de 11 % par rapport à l'année précédente. Il s'agira en fait de la plus importante hausse annuelle des dépenses de programme du ministère depuis près de 20 ans. Bravo. Ma collègue, la ministre de la Culture et des Communications, rendra prochainement publique la nouvelle politique culturelle du Québec, la deuxième dans l'histoire du Québec. La politique prévoira, au cours des 5 prochaines années, 100 millions de dollars additionnels pour le Conseil des arts et des lettres du Québec et pour la Société de développement des entreprises culturelles. Ce sont donc des ressources de 100 millions de dollars qui sont réservées au cours des 5 prochaines années pour le soutien apporté aux artistes et aux organismes culturels. Nous voulons favoriser l'accès à la culture pour tous les citoyens, partout au Québec, et ouvrir à tous les lieux par l'excellence de la transmission de la culture que sont les institutions muséales. Le gouvernement alloue 5 millions de dollars
au musée pour qu'ils puissent offrir des visites gratuites un dimanche par mois dans toutes les régions du Québec. J'annonce par ailleurs un appui de 77 millions de dollars aux institutions culturelles. Des ressources supplémentaires sont ainsi allouées au Musée national des beaux-arts du Québec, au Musée des beaux-arts de Montréal, aux orchestres symphoniques de Montréal et de Québec et à l'Orchestre métropolitain. J'annonce un soutien additionnel à la transformation numérique de la presse écrite. D'ici 2022-2023, des ressources additionnelles de 65 millions de dollars seront allouées au crédit d'impôt pour appuyer la transformation numérique de la presse écrite. En tant que partenaire d'affaires, la Société de développement des entreprises culturelles joue un rôle clé dans les différents stades de croissance des entreprises de toutes les régions du Québec grâce à des financements sous forme de prêts ou de garanties de prêts. J'annonce également le doublement de la capacité d'emprunt de la Société de développement des entreprises culturelles, son régime d'emprunt étant porté de 30 millions de dollars à 60 millions de dollars. La SODEC disposera ainsi de moyens accrus et d'une plus grande marge de manœuvre pour soutenir le développement des entreprises culturelles. Avec ce budget, nous investissons également dans la modernisation du système de justice. Le Québec peut compter sur un système de justice solide, fondé sur des lois clairement définies et un appareil judiciaire compétent et dévoué. Encore faut-il que les citoyens aient facilement accès aux services judiciaires et qu'ils puissent facilement défendre leurs droits. Le système judiciaire actuel présente à cet égard certaines lacunes qu'il faut corriger. Dans quelques semaines, ma collègue, la ministre de la Justice, rendra public le plan pour moderniser le système de justice. J'annonce que d'ici 2022-2023, nous allons investir 500 millions de dollars pour moderniser le système de justice du Québec. Bravo. Aucune procédure ne devrait être arrêtée en raison de délais déraisonnables. Les citoyens bénéficieront de coûts réduits et de processus simplifiés. Nous allons instaurer des pratiques innovantes et généraliser l'utilisation de nouvelles technologies. Le gouvernement investit pour moderniser le système de justice et pour faire évoluer les façons de faire afin de rendre le système de justice québécois plus accessible, plus efficace et plus facile à utiliser. Nous faisons en sorte que tous les Québécois aient une confiance accrue dans leur système de justice. Nous améliorons également la qualité de vie des Québécois en faisant croître leur niveau de vie grâce à une économie plus forte dans toutes les régions. La croissance de notre économie est la clé de la prospérité actuelle et future. Depuis le début du présent mandat, la création de richesses et son partage ont fondé nos différentes actions. Les résultats obtenus parlent d'eux-mêmes. La croissance dont bénéficie le Québec est la plus forte des 20 dernières années et tous les Québécois profitent d'une amélioration importante de leur niveau de vie. Avec le présent budget, nous amenons le Québec vers un nouveau sommet. Nous investissons dans la main-d'œuvre, dans sa formation, dans son adéquation aux besoins actuels et futurs du marché du travail et dans son intégration. Nous allégeons le fardeau fiscal des PME. Nous soutenons les innovations et les investissements des entreprises ainsi que la transformation numérique. Nous appuyons le développement économique de toutes les régions. Le marché québécois du travail n'a jamais été aussi dynamique. De janvier à décembre 2017, l'économie québécoise a créé 94 100 emplois et nous nous approchons de l'engagement de créer 250 000 emplois annoncés en 2014 sur un horizon de 5 ans. En décembre 2017, le taux de chômage s'est établi à 5 %, ce qui constitue le plus bas taux mensuel jamais observé sur une base comparable. Et ce qui est encore plus remarquable, Monsieur le Président, c'est que depuis 2014, le taux de chômage a baissé dans toutes les régions du Québec. Bravo. Pour les prochaines années, la croissance de notre niveau de vie dépendra en bonne partie de la capacité du Québec à s'adapter
à la fois aux besoins des travailleurs et à ceux des employeurs. Dans quelques semaines, le gouvernement déposera la stratégie nationale de la main-d'œuvre 2018-2023. D'ici 2022-2023, le gouvernement consacrera plus de 800 millions de dollars additionnels aux différentes mesures s'inscrivant dans cette stratégie. Ces mesures donnent suite au rendez-vous national sur la main-d'œuvre tenu par le gouvernement en février 2017. Elles porteront à 2 milliards de dollars les sommes allouées pour répondre aux défis du marché du travail depuis le début du mandat. Au cours des 5 prochaines années, le gouvernement investira pour mieux cerner les besoins actuels et futurs de la main-d'œuvre. Des ressources majeures seront consacrées à l'adaptation de la formation aux besoins du marché du travail, à la formation continue, à l'intégration et au maintien en emploi d'un plus grand nombre de travailleurs, ainsi qu'à l'adaptation des milieux de travail. Les nouvelles mesures viseront notamment à améliorer la diplomation et les stages en milieu de travail, à faciliter l'intégration des personnes immigrantes au marché du travail et à favoriser la formation continue. J'annonce la bonification du crédit d'impôt pour les travailleurs d'expérience. J'annonce aussi la bonification du crédit d'impôt pour stages et milieu de travail offerts aux employeurs pour soutenir les coûts à l'accueil d'un stagiaire. Enfin, j'annonce un nouveau crédit d'impôt dont les PME pourront se prévaloir si elles libèrent du temps pour leurs employés afin qu'ils développent leurs compétences professionnelles. Dans le cadre de la stratégie nationale de la main-d'œuvre, le gouvernement consacrera des ressources importantes à une meilleure intégration des immigrants au marché du travail. Comme vous le savez, Monsieur le Président, l'intégration des immigrants constitue un sujet sensible pour moi. Il y a 40 ans, ma famille et moi avons été remarquablement bien accueillis au Québec. Permettez-moi de dévier un petit peu de mon discours, Monsieur le Président, pour souligner la présence ici de quelqu'un qui est très important pour moi, ma mère, qui a donc ma mère qui a pris la décision avec mon père, qui malheureusement n'est plus avec nous, mais ils ont pris la décision il y a 40 ans d'immigrer, de venir au Québec. Ce n'est pas facile, l'immigration, mais ça marche, l'immigration, Monsieur le Président. Je veux aussi souligner à côté de ma mère la présence de mes 2 filles, Monsieur le Président. Donc vous avez ici la preuve que ça marche, l'immigration. Il y a une génération, il y a 2 générations, il y a 3e génération des Montréalaises pure laine qui fonctionnent très bien dans le Nouveau-Québec. Bon, la 4e génération, on verra. Ça ne dépend pas de moi. Donc, Monsieur le Président, je dois beaucoup. Nous devons beaucoup au Québec et j'ai à cœur de redonner au Québec et aux Québécois ce qu'ils nous ont offert depuis 40 ans. Pour le Québec, l'immigration est une source de richesse et de croissance et ça marche. L'immigration joue déjà un rôle majeur dans l'évolution du marché du travail, les immigrants permettant de répondre à des besoins que les citoyens nés au Québec et au Canada ne peuvent couvrir pour des raisons surtout essentiellement démographiques. Ainsi, depuis 2006, les immigrants ont pourvu plus la moitié de tous les emplois créés au Québec. C'est important, Monsieur le Président. Depuis 2006, plus la moitié de tous les emplois créés au Québec ont été pourvus par des personnes nées à l'étranger. C'est très important, Monsieur le Président. Compte tenu des perspectives démographiques et de la forte croissance économique, la pénurie de main-d'œuvre constatée un peu partout au Québec est devenue une source de préoccupation croissante. L'immigration permettra de répondre au moins en partie à cette pénurie. Le recours à l'immigration constitue ainsi l'un des moyens
pour poursuivre notre développement économique. Se priver de cet apport limiterait le développement économique et social, particulièrement en région. Nous devons accentuer, bien sûr, nos efforts et mettre en place des mesures additionnelles pour faciliter l'intégration des personnes issues de l'immigration sur le marché du travail. Avec la stratégie nationale de la main-d'œuvre, le gouvernement choisit la bonne voie, une voie inclusive qui profitera à tous les Québécois. Le Québec, Monsieur le Président, le Québec que j'aime, celui qui m'a accueilli, c'est un Québec qui est ouvert et inclusif. Et un Québec uni est aussi un Québec beaucoup plus fort. Bravo! Monsieur le Président, avant que je me trouve dans un trouble, en difficulté, je veux aussi souligner la présence de ma femme à côté de ma mère. Parce que ma femme est aussi une immigrante. Elle est arrivée ici il y a plus de 50 ans. Et ça se passe très bien aussi. Alors, on arrête là. Mais il y a aussi mes sœurs. Les PME jouent un rôle essentiel à la fois pour la croissance de l'activité économique et pour la création d'emplois. J'ai déjà souligné la situation actuelle sur le marché de l'emploi est porteuse de bonnes nouvelles pour les travailleurs. Les salaires augmentent. Les conditions de travail s'améliorent. Plusieurs mesures annoncées par le gouvernement vont profiter directement aux travailleurs. C'est le cas de la hausse du salaire minimum, des bonifications que nous proposons d'apporter au régime québécois d'assurance parentale et à la loi sur les normes du travail. Mais aussi de la bonification du régime des rentes du Québec. Le gouvernement est conscient de l'impact de ces mesures pour les entreprises et en particulier pour la compétitivité des PME. Afin d'accroître cette compétitivité, j'annonce des allègements fiscaux représentant 2,2 milliards de dollars d'ici 2022-2023. J'annonce une nouvelle réduction de la taxe sur la masse salariale, c'est-à-dire le taux de cotisation au Fonds de services de santé, le FSS. Cette réduction représente un allègement fiscal de 1,2 milliard de dollars d'ici 2022-2023. J'annonce également la réduction graduelle de 8% à 4% de l'impôt sur le revenu d'ici 2022-2023 pour les PME des secteurs des services et de la construction, afin qu'elles bénéficient à terme des mêmes taux que les PME du secteur primaire et manufacturier. Et il va sans dire, Monsieur le Président, qu'une fois qu'on a le secteur primaire, manufacturier, construction, services, on a toute l'économie. Alors, cette réduction représente une baisse d'impôt de 1 milliard de dollars d'ici 2022-2023. Ces deux mesures s'ajoutent aux différents allègements fiscaux mis en place en faveur des PME depuis le début de notre mandat. Par rapport à la situation prévalant avant le budget 2014-2015, les différentes mesures fiscales mises en place représenteront d'ici 5 ans une diminution du fardeau fiscal des PME pouvant aller jusqu'à 50%. Au total, depuis le budget 2014-2015, le gouvernement aura allégé les impôts des PME de 900 millions de dollars par année à terme. Maintenant, une économie performante est une économie qui innove et qui évolue. D'ici 2022-2023, le gouvernement alloue des ressources additionnelles de près de 2,4 milliards de dollars au soutien à l'innovation et à la transformation numérique, ainsi qu'à l'accélération des investissements des entreprises. Le développement de l'économie numérique constitue l'un des principaux enjeux actuels et futurs, et ce développement touche tous les secteurs d'activité. Les entreprises québécoises et l'ensemble du Québec doivent réussir cette transformation, et c'est à cette fin que le gouvernement a lancé en décembre 2017 la stratégie numérique du Québec.
Des initiatives totalisant 900 millions de dollars ont déjà été annoncées, notamment pour rendre l'Internet haute vitesse accessible partout au Québec. J'annonce que des ressources additionnelles de 1 milliard de dollars sont réservées d'ici 2022-2023 à la mise en œuvre de la stratégie numérique du Québec, portant le financement de cette stratégie à 1,9 milliard de dollars. Bravo. Les nouvelles ressources permettront d'accélérer la réalisation de la stratégie numérique dans tous les secteurs. Comme je l'ai mentionné précédemment, ces ressources additionnelles serviront à mettre en place le plan numérique en éducation et en enseignement supérieur, à implanter les nouvelles technologies dans le domaine de la justice et à intégrer les environnements numériques dans le secteur culturel. Elles appuieront toutes les entreprises dans leur virage numérique. Ces nouvelles ressources soutiendront notamment la transformation numérique de l'industrie touristique et du secteur de la construction. Dans le nouveau Québec que nous voulons bâtir, l'économie numérique aura une place centrale. La transformation numérique facilitera la vie des gens et améliorera la compétitivité des entreprises. Notre environnement, fortement concurrentiel, nous pousse à innover pour améliorer notre productivité et ainsi nous démarquer sur les marchés internationaux. D'ici 2022-2023, des crédits additionnels de 172 millions de dollars permettront à la fois l'appropriation et la commercialisation des innovations par les entreprises québécoises. J'annonce ainsi un appui de 60 millions de dollars d'ici 2019-2020 pour soutenir le développement des réseaux de chaînes d'approvisionnement utilisant l'intelligence artificielle. Ce développement sera effectué au sein de la Supergrap Scale AI basée à Montréal. Grâce au soutien du gouvernement, les différents secteurs industriels du Québec pourront profiter des dernières avancées technologiques pour développer des chaînes d'approvisionnement intelligentes. Ce projet stimulant et prometteur consolidera encore davantage le leadership de Montréal et du Québec dans le secteur de l'intelligence artificielle. D'ici 2022-2023, nous consacrons des ressources additionnelles de 271 millions de dollars afin d'accélérer les investissements des entreprises. J'annonce la bonification de 35 à 60 et la prolongation jusqu'au 31 mars 2020 de la déduction additionnelle pour amortissement visant à appuyer l'acquisition des technologies de pointe. Bravo. Bravo. Cette mesure apporte un soutien aux entreprises faisant l'acquisition de technologies de pointe, notamment de matériel informatique et de matériel de fabrication et de transformation. L'innovation mobilise toutes les régions du Québec. Ma collègue, la ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, rendra public sous peu le plan d'action gouvernemental en entrepreneuriat. Ce plan d'action comprendra la création de pôles régionaux d'innovation pour lesquels un appel d'offres a été lancé. Le gouvernement soutiendra la création et la mise en œuvre de 18 pôles régionaux, véritables lieux de convergence de la créativité et de l'innovation dans chacune des régions du Québec. Ce budget soutient le développement économique de toutes les régions en finançant la future politique bioalimentaire, en appuyant les secteurs d'activité qui assurent la prospérité des régions, en consentant un effort considérable pour protéger l'environnement et assurer la transition énergétique. Je suis d'accord. Mon collègue, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, rendra bientôt publique une politique gouvernementale fort attendue, la politique bioalimentaire. J'annonce que cette politique sera dotée de ressources additionnelles de 349 millions de dollars d'ici 2022-2023. Comme vous savez, Monsieur le Président, le secteur bioalimentaire joue un rôle majeur dans l'économie du Québec. Il est présent dans toutes les régions du Québec et contribue grandement à l'occupation et la vitalité des territoires. En 2017, le secteur bioalimentaire a représenté 8 % du PIB du Québec, assurant un emploi sur 8 dans l'ensemble de l'économie québécoise. Au Québec, ce sont donc 500 000 travailleurs qui vivent des activités reliées au secteur bioalimentaire. La future politique bioalimentaire favorisera une offre alimentaire québécoise plus saine et plus locale. Nous allons notamment appuyer la promotion et le développement des produits de terroir.
politique bioalimentaire favorisera les innovations et la formation, soutiendra les investissements et appuiera l'implantation de pratiques responsables. Au cours des 5 prochaines années, le gouvernement consacrera des moyens additionnels de 724 millions de dollars aux initiatives soutenant le développement économique de toutes les régions. Mes collègues annonceront bientôt les nouvelles mesures mises en place pour soutenir la diversification économique en région, pour renforcer le secteur forestier, pour mettre en valeur la faune et ses habitats, pour accompagner le développement du secteur minier, aussi pour les autres secteurs clés de l'économie québécoise. Le présent budget comprend également des mesures pour poursuivre le déploiement de la stratégie maritime et du Plan Nord. La stratégie maritime du Québec est un projet économique de grande envergure. Au total, des interventions de près de 2 milliards de dollars en lien avec le premier plan d'action de la stratégie ont déjà été annoncées. D'ici 2030, ces interventions favoriseront la création de plus de 30 000 emplois directs ainsi que les investissements publics et privés d'environ 9 milliards de dollars. Le présent budget comprend aussi une initiative structurante concernant le développement de plusieurs régions. Je veux parler de l'extension du réseau de gaz naturel. J'annonce qu'une enveloppe additionnelle de 36,5 millions de dollars sera allouée à la réalisation de projets de distribution de gaz naturel dans différentes régions du Québec, notamment à Montérégie, dans l'Estrie et dans le Chaudière-Appalaches. Un montant de 2,2 millions de dollars sera réservé pour la réalisation d'une étude concernant le prolongement potentiel du réseau gazier dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le développement de toutes les régions doit être un développement durable. Avec le présent budget, le gouvernement confirme l'effort consacré à la protection de l'environnement et à la transition énergétique. J'annonce que d'ici 2022-2023, des ressources additionnelles de 662 millions de dollars seront consacrées à l'environnement et à la transformation de notre utilisation de l'énergie. Une partie de ces sommes sera allouée à la mise en œuvre du premier plan directeur de transition énergétique Québec. Cet organisme a été créé le 1er avril 2017 afin d'intensifier les efforts de transition énergétique du Québec. J'annonce qu'au cours des 5 prochaines années, des crédits de plus de 260 millions de dollars seront alloués à la transition énergétique et à la lutte contre les changements climatiques. Des sommes additionnelles sont également réservées à la protection des écosystèmes et au développement durable des territoires, à l'amélioration de la gestion de l'eau et à l'atténuation des risques liés aux inondations. Ma collègue, la ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, rendra prochainement publique la stratégie québécoise de l'eau. Cette stratégie mobilisera l'ensemble de la société québécoise pour utiliser l'eau, la protéger et la gérer de façon intégrée et durable. Monsieur le Président, en conclusion, je suis fier de souligner que ce sont des finances publiques saines que la vérificatrice générale analysera bientôt. Cet examen se fera dans le cadre des nouvelles exigences de transparence accompagnant la tenue d'élections générales, des exigences que nous avons mises en place comme nous nous y étions engagés. Pour la 4e année consécutive, j'ai déposé un budget équilibré. Avec ce budget, le gouvernement amorce également le remboursement de la dette. Bravo. À l'image des budgets précédents, ce budget est un budget responsable et il fera une différence dans la vie des familles. Ce budget confirme que la qualité et l'accessibilité des services demeurent et demeureront au cœur de nos priorités, particulièrement en éducation et en santé. Ce budget est porteur d'initiatives concrètes pour améliorer la qualité de vie en donnant plus de temps aux familles, en améliorant la mobilité par des grands projets structurants et en offrant un meilleur soutien à ceux qui en ont besoin. Ce budget est un levier pour augmenter le niveau de vie de tous les Québécoises et Québécois grâce à une économie plus forte dans toutes les régions et à des emplois stimulants et bien rémunérés dans tous les secteurs d'activité.
En 2014, nous avions pris l'engagement de nous occuper des vraies affaires, de redresser les finances publiques et de relancer l'économie afin de mieux financer les services et d'alléger le fardeau fiscal des Québécois. Je suis fier de confirmer que cet engagement est respecté. Bravo. Bravo. Monsieur le Président, depuis 2014, j'ai introduit la coutume de conclure le discours sur le budget d'un proverbe provenant de mon pays natal. Alors vous me permettrez, Monsieur le Président, de rester fidèle à cette coutume, surtout que ma mère est ici, en proposant cette année un proverbe portugais exprimé bien ces 4 années de bonne gestion et de résultats prometteurs pour l'avenir. On dit chez nous, dans mon pays de naissance, « é bom esperar, mas é melhor conseguir ». Ce qui signifie, c'est bien d'espérer, mais c'est encore mieux de réussir. Au cours de ce premier mandat, nous avons démontré que nous pouvions remplir de grandes choses pour le Québec et pour les Québécois. Nous avons rétabli la confiance en l'avenir. Avec ce budget, nous voulons renforcer cette confiance et bâtir ensemble l'avenir du Québec. Nous avons un plan pour le Québec. Ce budget donne le coup d'envoi à des projets structurants et ambitieux. Nous voulons renouer avec une ère de grands projets, de projets à mobilité durable qui amélioreront la qualité de vie des Québécois et feront pleinement entrer le Québec dans la modernité et le progrès. Avec ce plan, nous voulons que le Québec crée davantage de richesses et que cette richesse soit mieux partagée. Nous voulons bâtir un Québec fort, uni et équitable. Monsieur le Président, je propose que l'Assemblée nationale approuve la politique budgétaire du gouvernement.